Bonjour. La santé, votre santé, c'est l'un de vos principaux soucis. Un récent sondage d'opinion a même montré que c'était la seconde de vos préoccupations, juste après le grand problème de la guerre et de la paix. Eh bien, ce problème de la santé des Français, est au centre du voyage que M. Chaban-Delmas, le Premier ministre, fait aujourd'hui à Lyon. C'est pour le Premier ministre son premier grand voyage en province. Cet après-midi, il se rendra à la CODER, à la Commission de développement régional. Mais ce matin, il a visité un nouvel hôpital qui a été construit à Lyon, un hôpital cardiovasculaire. Et à cette occasion, le ministre a été appelé à évoquer les problèmes de santé. Il était 10 heures lorsque le Premier ministre est descendu du Mystère 20 du Glam. Accueilli et salué par le préfet de région, M. Max Moulin, et par les ministres M. Boulin, Fontanet et Antonios, arrivés 5 minutes avant de Paris, M. Chaban-Delmas est monté immédiatement en voiture pour gagner l'hôpital cardiovasculaire et pneumologique qu'il devait inaugurer un quart d'heure plus tard. Il a ensuite visité, en compagnie du maire de Lyon et de tous les invités des hospices civils, cet ensemble de 513 lits gérés par ordinateur où les régimes alimentaires même sont choisis par un terminal. Le Premier ministre s'est intéressé aux équipements, bien sûr, mais également aux malades. Il a même rencontré là 2 de ses anciens coéquipiers de rugby. Cette visite a été très rapide, bien sûr, car le programme de la journée est très chargé. Un hôpital, des médecins, des chirurgiens, c'était pour le Premier ministre le cadre idéal pour évoquer, je vous le disais, ces problèmes de santé. Tout d'abord, une première constatation, la santé des Français coûte très cher. Il faut, a dit le ministre, procéder à des réformes, il faudra aussi faire des choix, choisir entre les dépenses utiles et celles qui ne le sont pas. Et au cours de son exposé, le Premier ministre a tout d'abord évoqué la transformation du rôle de l'hôpital lui-même. Quel sera l'hôpital de demain? Le cadre, l'hôpital cardiovasculaire, s'y prêtait parfaitement. Nouvel hôpital construit, fort beau, fort moderne. C'était l'endroit idéal pour le Premier ministre. L'hôpital ne doit offrir ses lits qu'à ceux dont l'hébergement est indispensable, ce qui implique que soient développées les consultations externes. L'hôpital doit aussi cesser d'être considéré comme un lieu d'hébergement pour malades chroniques et personnes âgées. Il ne peut fonctionner correctement et le rendement de ces services hautement spécialisés ne peut être assuré si autour et à côté de l'hôpital n'existent les établissements de suite indispensables. L'hôpital doit s'ouvrir sur le monde extérieur et ses services externes doivent prendre autant d'importance que les services d'hospitalisation. Ses dirigeants doivent voir plus loin que leur commune de rattachement et accepter de mettre en commun ce qui doit l'être. Bref, comme en tout domaine, je désire voir desserrer les carcans et abattre les murailles. M. Chaban-Delmas a également fait une double mise en garde. Mise en garde d'abord à l'intention des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de médicaments, car, a-t-il dit, ces médicaments sont trop chers. Mise en garde aussi, je pense, à l'intention de la profession médicale. Il faut, a dit le Premier ministre, que les médecins soient conscients des responsabilités qui sont les leurs. Sinon, nous serions obligés de modifier profondément la fonction de médecin et le statut de la profession médicale. Le médicament d'abord. Nul n'ignore les progrès fulgurants des thérapeutiques dans ces dernières années et nul ne songe le moins du monde à les compromettre dans l'avenir. Mais il faut convenir. Une action s'impose dans ce domaine. Les prix de nos produits ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Leur nombre dépasse vraisemblablement ce qui est nécessaire. Leur production et leur conditionnement pourraient être améliorés. Leur remplacement par des produits voisins procède parfois plus d'exigences commerciales que de considérations sanitaires. La publicité, enfin, dont ils sont entourés, n'est pas sans incidence elle-même sur les dépenses sociales. La profession médicale exige de notre part, dans le souci que j'ai dit, celui de préserver ses traits originaux, exige une attention vigilante. Le moment viendrait vite, en effet,
plus vite qu'on ne le pense, où ses principes devraient être réexaminés s'il se révélait qu'elle n'était pas en état d'assurer lucidement et efficacement les responsabilités financières dont elle se trouve par la force des choses investie. Il est souhaitable que ses relations avec la sécurité sociale soient établies sur des bases rénovées, de telle sorte que chaque praticien, dans l'exercice le plus libéral qui soit de son art, connaisse et puisse contrôler l'incidence de ces prescriptions sur les charges des caisses. Des mises en garde qui ne vont pas manquer de provoquer de nombreux commentaires. Autre discours important, celui de M. Michel Debré, le ministre d'État chargé de la Défense nationale devant les membres du club Nouvelles Frontières. M. Michel Debré a réaffirmé avec beaucoup de force que la force de frappe, la force de dissuasion, restait la base de la stratégie militaire française. La France a des intérêts qui sont des intérêts résultant de sa présence outre-mer, qu'elle a signé et qu'elle ne peut pas ne pas signer des engagements soit en Europe, soit en Afrique, et que sa politique la conduisant à signer des engagements, il y a par conséquent l'obligation de les honorer. Donc, défense française indépendante, avec la double mission, la mission prioritaire de la défense du territoire, la mission secondaire, mais également indissolublement liée à cette notion, qui est de pouvoir participer à des actions extérieures. Comment a-t-on envisagé cette défense française? Chacun d'entre vous le sait, la grande date, c'est la décision prise en 1958 par le général de Gaulle de procéder à la fabrication de la bombe atomique. C'est le point de départ affirmé une seconde fois après l'affirmation faite en 1945 lors de la création du commissariat à l'énergie atomique, d'orienter la France vers la force nucléaire. La force nucléaire étant considérée pour un pays comme la France, dans la situation où elle est, comme l'expression la plus adaptée à l'objectif premier, la défense du territoire. Force de dissuasion, c'est-à-dire ambition de faire en sorte que la capacité de destruction dont pourra disposer la France soit telle qu'un agresseur de son territoire soit découragé de le faire par l'importance des destructions éventuelles qui seraient provoquées. À l'occasion de ce dîner-débat, M. Michel Debré a également repris un thème qui lui est cher. Les jeunes, a dit en substance le ministre, sont de plus en plus conscients des problèmes, de plus en plus ouverts, de plus en plus curieux. Il faut donc que les cadres, officiers et sous-officiers de l'armée fassent un effort en leur direction, qui leur fassent comprendre l'importance du rôle qui est le leur, qu'ils les traitent enfin de la bonne manière. Il y a en tout cas à Paris, depuis ce matin, 750 jeunes soldats du contingent qui doivent être conscients de l'importance de leur rôle. Ce sont eux, en effet, qui, depuis ce matin, essaient, au volant des bennes à ordures, de débarrasser Paris des 10 000 tonnes de détritus qui s'y sont accumulées depuis le début de la grève des éboueurs. Et à cette occasion, Jean-Pierre Delgado, pour nous, a repris du service. 7 heures ce matin, 750 militaires du contingent envahissaient Paris au volant de 250 camions bennes. But de l'opération, ramassage de 10 000 tonnes d'ordures amassées depuis 8 jours sur les trottoirs de la capitale. La tâche est lourde pour les militaires qui sont aidés par 139 camions fournis par des entreprises privées. Venus de Châteauroux, Montlhéry, Melun, Orléans et d'autres casernes, les jeunes recrues se sont présentés vers 4 heures du matin dans les dépôts d'où ils sont partis. Tout ne sera malheureusement pas enlevé aujourd'hui. Les militaires ne pourront ramasser que ce que les Parisiens déversent quotidiennement, c'est-à-dire environ 3000 tonnes d'ordures. Mais les intéressés eux-mêmes ne semblent pas prendre la chose trop au tragique. Vous étiez volontaire ou pas pour cette corvée? Non, j'étais pas volontaire. On vous l'a demandé de la faire? Oui. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? 3 heures ce matin. Et dans le civil, qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans une usine. Menuisier quoi. Une usine de meubles. Vous allez avoir des permissions après ça? Oui.
Il doit en avoir une le 30 avril. Après avoir gardé les toiles dans les musées, les jeunes recrues ramassent maintenant les croûtes et autres détritus, tentant parfois en vain d'imiter le geste auguste de l'éboueur. Et malgré ce geste auguste, les jeunes recrues n'arriveront certainement pas à nettoyer Paris aujourd'hui. Il y a 4400 éboueurs en grève. Ils demandent une augmentation de salaire et aussi des douches, dont 40% de leurs locaux, de leurs ateliers, sont encore dépourvus. Autre grève à Marseille cette fois, des petits commerçants. Les petits commerçants, et la grève est quasi générale, protestent contre l'installation de nouveaux supermarchés. Ils ont choisi pour le faire le jour où M. Valéry Giscard d'Estaing est en visite dans leur ville. Grève également, je vous le rappelle, des professeurs du secondaire et du supérieur dans la zone nord de la France. Le projet de loi anti-casseurs sur la répression des formes nouvelles de délinquance. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté hier un texte qui est en retrait par rapport au texte gouvernemental, beaucoup moins sévère. Malgré cela, les partis et syndicats de gauche sont toujours très hostiles à ce projet. Il y avait hier une manifestation devant la Bourse du Travail à Paris, plusieurs milliers de personnes, et ce matin, les syndicats et organisations de gauche se sont retrouvés. Ils veulent maintenant étendre leurs protestations, leurs manifestations de protestation à l'ensemble du territoire en province. En politique internationale, un fait à noter, le Cambodge a reçu des armes de la part des Sud-Vietnamiens. Les Sud-Vietnamiens ont livré des armes aux Cambodgiens. Cela s'est fait quand l'aéroport de Phnom Penh a été fermé au trafic civil. Un point intéressant, si ces armes ont été livrées par les Sud-Vietnamiens, c'est sans doute que les Américains avaient au moins tacitement donné leur accord. C'est donc la preuve à la fois que les Américains ont quand même entendu les appels à l'aide lancés par les Cambodgiens. C'est aussi pour eux, évidemment, le risque de s'enliser un peu plus, pour reprendre la formule consacrée, dans le bourbier du Sud-Est asiatique. Un détail, ces armes livrées par les Sud-Vietnamiens aux Cambodgiens sont des armes chinoises. Les Sud-Vietnamiens affirment qu'ils ont récupéré ces armes sur des soldats vietcong. Aujourd'hui, à Télémidi, un invité. Monsieur Delperrier de Baillac, vous venez d'écrire un livre aux éditions Fayard, un livre qui s'appelle, que j'ai là, Histoire de la milice. La milice, il y a 25 ans, c'était la libération, la victoire même. Vous avez d'ailleurs obtenu pour ce livre le prix de la résistance. Mais la milice, disons pour les jeunes générations comme moi, c'est un peu un mot vague. Alors, qu'est-ce que c'était la milice? Qui étaient les miliciens? La milice était un organisme moitié police politique, moitié armée, qui a été créé par le régime de Vichy au début de 1943 pour combattre la résistance, et qui a été créé parce qu'à l'époque, les forces de l'ordre traditionnelles, la gendarmerie, la garde mobile et les groupes mobiles de réserve montraient de moins en moins, disons, de zèle pour aller se battre contre les résistants. Le chef de la milice était Pierre Laval, chef du gouvernement. Et non pas Darnan. Et non pas Darnan, qui est simplement secrétaire général de la milice, contrairement à ce que l'on croit souvent. Les miliciens étaient donc des collaborateurs. Oui, mais ils étaient collaborateurs en suivant en cela la ligne du maréchal Pétain, qui jusqu'à mai 1944 a reçu à plusieurs reprises les chefs de la milice, et bien entendu Darnan lui-même, pour les féliciter de leur action et de la lutte qu'ils poursuivaient contre les maquisards. Alors, qui étaient ces hommes, ces Français, qui acceptaient de se faire des collaborateurs et des alliés des Allemands? Je crois qu'il faut dire qu'il existe depuis 1936 et le Front populaire un courant dans la droite française qui en somme s'est donné pour objectif de placer la France sous la tutelle d'un protecteur étranger puissant, n'est-ce pas, dans l'optique de la lutte contre le communisme, de la lutte contre les démocrates et même de la lutte contre certaines institutions, disons, républicaines. Ce mouvement, ce courant s'est incarné en 1940 sous le régime de Vichy, mais on en trouve toujours des traces aujourd'hui, 25 ans après, dans, disons, la tendance atlantiste et pro-américaine de la droite française. Est-ce que la milice a eu un rôle particulièrement désagréable? Je crois quand même qu'elle est responsable de nombreuses exécutions et de nombreuses arrestations. Malheureusement, il est certain que la milice, le bilan de la milice me paraît assez négatif, car il est certain que la milice a causé la mort de plusieurs milliers de Français. Mais il faut dire aussi que dans certains cas, beaucoup de chefs de la milice ont voulu essayer de limiter les dégâts, et que par exemple au Glières, pour donner un exemple, la milice a participé à l'attaque du plateau des Glières avec les Allemands, mais ensuite les chefs des miliciens et Darnan lui-même sont opposés à ce que les Allemands fusillent tous les maquisards. 1944, comment s'est terminée l'histoire de la milice? Que sont devenus les miliciens? Les miliciens sont partis vers l'Allemagne, avec les Allemands en déroute, et une fois en Allemagne, il y en a certains qui ont été parachutés en France par les Allemands en mission de sabotage. Il y a eu des aventures absolument hallucinantes de ces gens qui ont été parachutés en Corrèze, dans le sud-ouest en particulier, que je raconte dans mon livre.
Et puis ensuite, ça a été l'effondrement et on les a ramenés pour la plupart. Ils ont été capturés en Allemagne, ceux qui y étaient encore, en Italie, car certains étaient passés en Italie pour combattre les partisans italiens. On les a ramenés en France où ils ont été jugés. Je crois que Céline, dans Un château l'autre, d'ailleurs, raconte l'histoire des miliciens arrivant en Allemagne au moment de la débâcle. Oui, Céline en parle en effet. Je rappelle, M. Delperrier de Baillac, Histoire de la milice, aux éditions Fayard, prix de la Résistance. Jean-Michel Leliot, les sports. Oui, des sports avec en particulier le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales de la Coupe de France de football. Ce tirage au sort a eu lieu ce matin au siège de la Fédération française de football, avenue Guéna à Paris. Et c'est Jacques Lineuet qui a désigné les clubs qui se rencontreront le 10 mai, tout d'abord en match aller à Rennes. Rennes sera opposé à Saint-Étienne, à Valenciennes ou à Paris. Paris-Neuilly sera opposé à Nantes. Paris-Neuilly ou Valenciennes, car Valenciennes et Paris-Neuilly doivent disputer un match d'appui dimanche à 3. Les matchs retour auront lieu le 17 mai. Un risque, les pronostics pour la finale. On pense que Saint-Étienne va peut-être réussir le doublé, mais enfin, Rennes est un sérieux adversaire qui a été désigné ce matin. Le pronostic, c'est toujours difficile, vous savez, en sport. Des remous dans le domaine du ski, maintenant. Vous savez que René Sulpice était directeur de l'équipe de France de ski, équipe masculine, depuis la succession de Honoré Bonnet, depuis que cette succession avait été ouverte après les Jeux Olympiques de 1968. Eh bien, les skieurs français sont mécontents des services de René Sulpice. Ils ont envoyé une lettre au président de la Fédération française, M. Martel, pour contester l'autorité du directeur. Il lui reproche en particulier de ne pas être très humain et de ne pas comprendre tous leurs problèmes. Et ce matin, René Sulpice a décidé de démissionner. On parle de Jean Béranger, en tout cas, c'est un sujet dont on parlera également ce soir au cours d'Information Première. Des nouvelles aussi de Londres-Mexico, à 2000 km de l'arrivée avant l'embarquement à Lisbonne, après 4 étapes spéciales, une DS en tête, celle de Trotman et Henriou, avec 5 minutes de pénalisation. Deuxième, Nicolas sur Ford Escort, troisième, Verrier-Murac sur DS, cinquième, Vanson sur DS, sixième, Néret-Terramorci, qui ont ainsi gagné 2 places par rapport à hier. Notons que les Peugeot, qui sont aussi nombreuses dans ce rallye, sont moins rapides sur les secteurs chronométrés européens et attendent l'Amérique du Sud pour bien montrer qu'elle participe au rallye et peut-être aux premières places. Et maintenant, je vous propose de voir des images d'un bateau dont on dit le plus grand bien. Il vient d'ailleurs de traverser la France sur un camion. Il est à la Trinité-sur-Mer. Il s'agit du France qui va disputer les chances de notre pays dans la Coupe Amérique. La Trinité-sur-Mer accueillait un stagiaire de marque, oui, un stagiaire de renom, puisqu'il s'agit de France, magnifique voilier, vous allez pouvoir en juger, de très haute compétition. S'il nous vient de Pontarlier, c'est pour trouver ici approximativement les mêmes conditions de mer et de vent qu'à Newport. Newport, c'est la réalité d'un projet d'une gageure du Baron Bic, l'America's Cup. Pour la première fois, un bateau français va défier l'Amérique qui détient le trophée depuis 118 ans. Pour réaliser France, il a fallu acheter des prototypes qui ont les noms illustres de Sovereign ou de Constellation. Il a fallu effectuer des essais avec des maquettes au 1/10 de la grandeur nature. Bref, une somme d'études, de calculs, de travaux qui ont fait France. Pour parfaire cette réussite, des équipages constitués par 26 militaires du bataillon de Joinville ont été chaque année spécialisés sur des 12 mètres. Vous assistez là à son lancement, à son baptême breton. Et c'est très délicatement, minutieusement que l'on a manœuvré. Je vous rappelle sa fiche technique, 19 mètres 20 de long hors tout, 3,85 mètres de large, 2,70 mètres de tirant d'eau avec 19 tonnes de lest. Voilà, c'est son premier bain atlantique avant de s'en aller affronter l'Australie. Oui, pour disputer le fameux saladier aux intouchables américains, France devra gagner 4 régates sur 7 face aux Australiens. Mais nous n'en sommes pas là encore, et l'heure est maintenant au gréement, à la mise au point, à l'entraînement. Et on peut d'ores et déjà souhaiter bonne chance aux France. En basket, la France, par contre, elle n'a pas eu de chance. Hier, elle a été battue par la République démocratique allemande à Sofia, dans le cadre du tournoi de Sofia, par 74 à 65. En cyclisme, un jeune qui promet dans le cyclisme français, enfin pourrait-on dire, il s'agit de Catio qui a remporté hier le Tour de l'Hérault devant Genet Leblanc et 4e le champion olympique de poursuite Rebillard. Et au Canal, l'Espagnol de Mont-de-Marsan a pris le maillot amarillo de leader au Tour d'Espagne, la Vuelta cycliste qui a pris le départ hier de Cadix, où il y avait de nombreuses belles, nous dit-on au départ. Petit drame à New York, le manager de Marcel Cerdan, Philippe Philippi, veut changer d'hôtel. Pourquoi ? Bien parce que l'adversaire du Français le 11 mai à New York, il s'agit du Canadien Paduano, a décidé lui aussi de venir s'entraîner là où Cerdan s'entraînait, c'est-à-dire dans un camp à 100 km de New York. Alors, on ne sait pas encore si Cerdan restera dans cet hôtel, c'est un gros problème, vous le voyez, de plus la nourriture n'est pas très bonne. Enfin, des records en tout genre, pour terminer.
À Port Townsend, cela se passe aux États-Unis, Robert Cooper a défendu son titre de champion du monde des mangeurs de palourdes. C'est une dépêche qui est tombée dans la rubrique sportive, aussi je vous la donne. En 8 minutes, il a réussi à absorber 220 palourdes. Mais oui, on dit que les conditions atmosphériques étaient parfaites et que le vent ne soufflait pas à plus de 2 mètres secondes. À Durban, en Afrique du Sud, c'est encore vrai. 6 étudiants revendiquent un autre record. Ils ont réduit un piano en miettes en 9 minutes et 3 secondes. Et là, l'histoire ne dit pas si le piano était ou non accordé, ce qui peut tout changer. Michel Lelio, Amarillo, c'est de quelle couleur? Je crois que c'est jaune. Jacqueline Alexandre, avec vous, je pense que nous ne quittons pas tout à fait les sports, mais c'est un peu les vacances. Pas aussi. du tout, puisque nous allons voir un sujet qui nous est d'ailleurs envoyé par la station de Reims. Il s'agit d'un cours de tennis où on entraîne de jeunes enfants qui n'ont jamais joué au tennis et on les entraîne gratuitement. Cela semble intéressant et ce serait très bon que ce cours fasse école. Le tennis, jusqu'alors, était un sport réservé à une certaine classe de la société. Pour tenter de le démocratiser, la ville de Châlons-sur-Marne a créé une école comme il n'en existe pratiquement pas en France. Cette école répond à un certain nombre de critères. Volontariat, gratuité, recrutement non conventionnel, durée permanente des cours, matériel et encadrement. Elle a un double but, initier les enfants au tennis et surtout les amener au sport. Monsieur Dupont, le directeur de l'école, fait le point 3 mois après la création de cette dernière. L'expression même de la démocratisation est la gratuité. Notre école est absolument gratuite. Les enfants paient seulement 5 francs d'assurance. Il y a eu même le cas assez touchant d'enfants ne pouvant même pas payer ces 5 francs. Les 5 francs, naturellement, ont été payés. Les enfants sont recrutés dans toutes les écoles sans aucune discrimination et nous avons eu un succès absolument incroyable. Nous avons eu plus de 200 demandes, nous en avons pris 130. Cette école dure toute l'année grâce à une installation magnifique qui a été due aux efforts de la ville de Châlons-sur-Marne et aidé en ça par la direction départementale de la jeunesse et des sports. De quel matériel disposez-vous actuellement? Eh bien, nous disposons d'abord de sa machine lance-balle qui a naturellement changé les perspectives sur le plan de l'éducation, du tennis et aussi sur le plan de la démocratisation, étant donné qu'on peut faire jouer beaucoup de monde grâce à la machine lance-balle, alors qu'avec un professeur, l'enseignement conventionnel, c'était une personne à la fois, ce qui est impensable à notre époque d'ailleurs. Et de plus, nous avons les appareils d'initiation conventionnels, c'est-à-dire la potence de service pour apprendre le service, d'une part, et puis l'appareil pour apprendre le coup droit, pour apprendre le revers. Enfin, nous sommes très bien équipés. Sur ce plan-là, je suis très satisfait. Et vous avez un terrain spécial? Le terrain, naturellement, c'est un sujet de grande satisfaction, presque autant de l'école, sur un autre plan, c'est-à-dire que c'est du plastique. C'est assez nouveau. Personnellement, et je ne suis pas le seul de cet avis, je considère c'est la surface pratiquement idéale, en ce sens que ça respecte, si vous voulez, la rigueur de jeu des terrains en dur, la régularité du jeu, si vous voulez, des terrains en dur, mais aussi, en plus, la souplesse de la terre battue. On prétend à l'heure actuelle que l'école de Châlons va devenir la plus importante d'Europe. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, à mon avis, le mot plus important d'Europe me paraît, disons, très excessive. Mais étant donné qu'elle réunit toutes les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans sa forme et dans son esprit, et de plus, comme nous allons la doubler l'année prochaine, je pense qu'effectivement, ça sera une des plus grandes, sinon d'Europe, mais sûrement du marché commun. 3 mois après l'ouverture de cette école, avez-vous déjà des espoirs? On peut considérer que j'ai déjà, mettons, 20-25 jeunes capables de donner de très bonnes prestations sur le plan régional, mais je suis certain qu'il y en a une demi-douzaine qui peuvent également briller sur le plan national dans l'avenir. Il faudra bien sûr suivre ces élèves et ces espoirs, leur ouvrir des cours de perfectionnement et déjà on songe à recruter des cadres de l'éducation physique pour les diriger. Le journal officiel du 5 mars dernier a publié un décret stipulant que l'importation de matériel japonais en France était dorénavant libre. C'est à cette occasion et également à l'occasion de l'année japonaise que des caméras ont été offertes à des personnalités du cinéma et de la télévision. C'est un reportage de Pierre Delgado. Non, nous ne sommes pas à Tokyo ni à Osaka, et bien que le poisson cru soit de rigueur, c'est à Paris qu'il est offert. Les invités, Daniel Delorme, Marie Dubois, Corinne Marchand, Pierre Tchernia, Madame et Monsieur Asnavour ont pu apprécier, ainsi que notre confrère caméraman Alain Redsin, le nouveau matériel électronique japonais.
Le cinéma d'amateur gagne chaque jour ses galons de vedettes et captive même les professionnels. Nous allons passer à la rubrique mode, une rubrique d'Islami. Vous savez que lorsqu'on a l'intention de s'offrir un manteau de fourrure pour l'hiver, il faut le commander à cette période-ci de l'année, aussi bizarre que cela puisse sembler. Et si vous n'êtes pas encore décidé, si vous n'avez pas tout à fait les moyens, et si vous voulez rallonger le vôtre, car il se portera long l'année prochaine, c'est également le moment de vous en occuper. Cette collection de fourrures prêt-à-porter, qui a été dessinée par André Sauzet, propose de longs manteaux de lapin à partir de 1000 francs. Manteau de calgan blanc, astrakhan gris, lapin noir et blanc, renard roux, loup et marmotte, ragondin, chassivette et opossum, pattes de slow et cuir, yémen et opossum, agneau moiré blanc et renard, jaguar et vison noir, vison pastel, vison d'arc, vison pearl, smoking d'Astrakhan pour lui. Vos achats de fourrure pour l'hiver prochain dépendent peut-être de des cours de la Bourse de Paris. À vous, Gérard Vidal-Ange.